qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Descleb, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Descleb, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Pourquoi est-il essentiel de redonner du sens aux apprentissages ? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre aujourd'hui avec Guillaume Bousquet, fondateur de Pédagovie. Fort de son expérience d'enseignant et des épreuves de la vie qu'il a eu à traverser, Guillaume a créé des outils pour faciliter les apprentissages et aider les enfants à surmonter leurs difficultés scolaires. Nous avons parlé de motivation, de mouvement, d'intelligence et de fonction cognitive. Un vaste programme. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour Guillaume. Eh bien, bonjour Stéphanie. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci, très bien. J'ai découvert ton travail il y a quelques mois déjà, puisque plusieurs amis, dont une enseignante et une maman passionnée par les alternatives éducatives, m'ont suggéré de mettre ton travail en lumière. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que tu proposes, aussi bien aux professionnels de l'éducation qu'aux parents, permet en effet de redonner aux enfants motivation et confiance dans leurs apprentissages. Vaste sujet. Ta passion pour la transmission t'habite depuis longtemps. Tu as été professeur de français au collège pendant 10 ans et tu constatais déjà à quel point les enfants et les enseignants souffraient à cette époque-là. En 2016, ta vie bascule. Ta femme, mère de vos 5 enfants, meurt d'une méningite foudroyante. Du jour au lendemain, tu deviens veuf et père solo de 5 jeunes enfants âgés à l'époque de 2 à 11 ans. Cette épreuve marque une profonde remise en question, notamment professionnelle chez toi, et te pousse à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec Pédagovie. Alors tu décris Pédagovie comme une réponse à tous ceux qui, comme moi, se sentent parfois démunis face aux difficultés d'apprentissage, des parents inquiets, des enseignants en quête de solutions, des enfants qui perdent confiance en eux. C'est une citation que j'ai reprise de ton site internet. À travers formation et ateliers, tu proposes aujourd'hui des solutions et des outils simples pour aider chaque acteur de l'éducation à révéler le potentiel immense des enfants. J'ai hâte de découvrir tout ça. En quoi cette grande épreuve de vie, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, a transformé tes perspectives professionnelles et surtout nourri en toi cette envie d'outiller différemment les parents et les professionnels ? Alors j'ai vécu l'épreuve en fait. Je crois que j'ai vécu l'épreuve quand j'étais enfant, mais en tant qu'adulte, c'était la première fois que je vivais une telle épreuve. Il y avait depuis quelques mois quand même la malformation cardiaque de ma fille aussi, qui était un peu dans le même timing. Et cette épreuve-là, elle m'a marqué. Et quand on est dans l'épreuve, nous cherchons des solutions. Et j'ai cherché à avancer, à continuer d'avancer et à ne pas sombrer. Et donc, je pense que ces situations de vie m'ont amené à avoir envie de me tourner vers ces solutions, justement. Et Pédagovie, elle porte bien son nom, je pense, et j'en ai pris conscience beaucoup plus tard d'ailleurs, c'est de pouvoir parler de la vie, en fait, de tout ce qui nous amène vers la vie, tout ce qui nous permet de nous maintenir en vie, pas seulement survivre, mais nous donner envie de vivre. Et voilà, je crois que ça a été le démarrage d'une belle aventure dans une situation très, très inconfortable, très douloureuse. Et en même temps, aujourd'hui, je suis très reconnaissant de tout le chemin parcouru. Et aujourd'hui, je peux dire merci pour cette épreuve parce qu'elle fait partie de ma vie et qu'elle m'a permis d'avancer. Qu'est-ce qui te marquait à l'époque quand tu étais enseignant en termes de difficultés scolaires ? Est-ce que tu ressentais déjà qu'il manquait certaines choses pour que ta transmission soit juste pour les enfants ? Ah oui, tout à fait. Alors déjà, ce que j'ai constaté assez rapidement, c'est un manque de formation de l'enseignant que j'étais. Je dirais aujourd'hui, je fais partie d'une génération d'enseignants sacrifiés. Par exemple, j'étais prof de lettres moderne. J'ai eu mon concours.
mais je n'ai jamais étudié le latin dans toute ma scolarité, ni dans mes études, par exemple. Et ça peut paraître une anecdote ou pas très important, mais si, ça l'est énormément, parce qu'il me manquait en fait un bagage important. Même en littérature, sur plein de domaines. Je pense que déjà cette formation n'est pas suffisante. Et puis, je le voyais en classe, je le voyais avec mes élèves, je le voyais avec le fait que j'avais beau être passionné par l'enseignement, il me manquait des bases, d'un bagage culturel, littéraire, sur les langues anciennes aussi, pour pouvoir être davantage passionné en fait par la matière. Et voilà, ça manque terriblement. Et je trouve, de ce que j'ai constaté, que beaucoup d'enseignants aujourd'hui sont dans ce cas-là. J'en croise beaucoup. Et c'est pas une volonté de leur part, pas du tout. Ils reçoivent ce qu'on leur donne. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment un constat important. Et puis après, dans le quotidien de l'enseignement, ce qui me manquait, c'était des outils sur la relation, sur la gestion du cadre. On parlait beaucoup déjà quand j'ai arrêté en 2016, mais déjà depuis quelques années, on parlait pas mal de bienveillance, on cherchait à faire autrement. Mais comment être à la fois ferme et bienveillant, et voilà, comment remettre un enfant en place de manière à la fois structurante pour lui et puis juste par rapport au groupe. Tout ça, c'est des choses que les enseignants n'ont pas toujours. Et puis par rapport à l'apprentissage en lui-même, de l'orthographe, de la grammaire, de la littérature, il manque terriblement encore aujourd'hui des outils fondamentaux sur la connaissance du fonctionnement du cerveau d'une part, mais aussi du fonctionnement de l'apprentissage en lui-même. Voilà. Et du côté de la parentalité, est-ce que tu avais l'impression aussi de manquer d'outils, notamment pour l'accompagnement de tes enfants dans leurs apprentissages ? Oui, tout à fait. En tant que parent, à la maison, pour mes propres enfants, je suis très reconnaissant d'avoir découvert tout ce que j'ai découvert depuis plusieurs années, parce que bien souvent, je me dis, mais comment font les parents, quoi, pour pouvoir accompagner les devoirs à la maison, par exemple, alors qu'il y a des difficultés de compréhension, qu'il y a des difficultés de lecture, il y a des difficultés d'attention. C'est vrai que toutes ces questions-là, elles occupent tellement le quotidien d'une famille. Les devoirs à la maison, ça prend tellement de place. Donc, d'un point de vue éducatif aussi, c'est comment donner envie, motiver, donner du sens. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup interpellé. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir plein de belles choses et de pouvoir les transmettre depuis 7 ans maintenant en pédagogie. C'est extraordinaire. Tu parles notamment d'une pédagogie de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une pédagogie de la parole, comme son nom l'indique, en même temps, c'est restrictif, mais une pédagogie de la parole, c'est une pédagogie qui met au cœur de l'apprentissage la volonté finalement de relier le corps et l'esprit, notamment par la verbalisation. Pédagogie de la parole, parce qu'en fait le logos en grec, c'est ça, c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Donc la parole consciente, ce que j'appelle en pédagogie de la parole la verbalisation, c'est le fait de mettre ses propres mots à soi sur ce que je vois, sur ce que je touche, sur ce que j'entends, donc aussi dans l'acte de lire, l'acte d'écrire, etc. Le fait de s'entendre soi-même en train de lire, en train d'écrire, le fait de nommer, de mettre des mots précis, eh bien ça change le rapport au monde. Et en fait, j'irais même, ça fait exister le monde. Tant que je n'ai pas mis des mots, eh bien je ne peux pas dire que j'ai découvert le monde. Justement, tu as parlé de motivation, de sens. Comment est-ce qu'on aide les enfants à retrouver la motivation de travailler, d'étudier ? Alors, je crois que justement, ça passe par le fait de donner du sens. Ça passe par deux choses, je dirais. Donner du sens et donner des outils. Et peut-être une troisième chose, c'est de respecter aussi le fonctionnement de l'individu, respecter son rythme. Et une fois que ces trois éléments sont en place, alors la motivation est beaucoup plus facile. Mais le plus important, clairement, c'est le sens. C'est de donner du sens, et pas seulement donner du sens dans l'idée de pourquoi j'apprends, dans quel but dans la vie, c'est pas tellement ça en premier, mais c'est donner du sens, c'est-à-dire ancrer l'apprentissage dans le réel. En quoi ce que je suis en train d'apprendre, que ce soit l'étape de multiplication, une règle de grammaire, une notion en histoire ou autre, en quoi ça me parle de ma vie, de moi, de la réalité dans laquelle je vis, et en quoi ça nourrit tout ça, et ça me permet de comprendre finalement la logique du réel dans lequel je vis. Ça, je crois que c'est le point de départ. Et je parlais tout à l'heure d'un manque, clairement, par exemple, sur ma formation initiale en latin et en grec. Aujourd'hui, quand on donne le sens d'un mot par l'étymologie, alors il y a des images qui naissent dans la tête des enfants, il y a des yeux qui s'écarquillent,
c'est tellement évident. Et même moi aujourd'hui, plein de fois, ça m'est arrivé. À la maison, l'autre jour, on parlait avec les enfants ma fille faisait la remarque que les nuits sont en train de raccourcir et que le jour devient plus long. Et puis, on parle de l'équinoxe et solstice. Et puis, tout d'un coup, mais oui, mais ça veut dire quoi équinoxe? Oui, mais équinoxe, c'est quoi en fait? Et nox, ça veut dire quoi? Et une fois qu'on a juste ce sens-là, eh bien, il y a les images qui viennent toutes seules dans la tête. Il y a presque un eureka. Mais c'est juste ça en fait. C'est magnifique. Et donc, donner du sens, montrer le rapport au réel. Et en fait, on peut le faire pour tout. Toutes les matières nous parlent du réel, de la réalité, et ça, c'est indispensable. Parce qu'on parle beaucoup, en effet, d'une crise de sens au sein de l'école, que ce soit pour les enseignants, les parents, et surtout, en effet, comme tu le dis, les enfants et les adolescents, et ça se solde souvent en refus scolaire, phobie scolaire. Comment est-ce qu'on redonne le goût de l'école aux enfants? Eh bien, justement, je pense que ce goût de l'école, il passe par... Parce que s'il y a une crise de sens, parce qu'on ne sait plus pourquoi on apprend. Pourquoi? Parce qu'on apprend de manière formelle. On apprend de manière mécanique. Il faut apprendre pour apprendre. Et donc, pour redonner le goût, il faut sortir de ce cercle vicieux, finalement, où j'apprends une table de multiplication, je la récite, mais je n'en ai pas compris, en fait, ce qu'elle peut m'apporter, d'une part, mais surtout ce qu'elle représente, toute la réalité qu'il y a derrière. Et je crois que pour redonner du goût à l'apprentissage à l'école, c'est de délaisser vraiment cette habitude d'apprentissage mécanique. On apprend la liste des conjonctions de coordination de manière mécanique. Les enfants savent la réciter, mais quand on leur demande dans une phrase quel est le lien logique qui est exprimé, dans des phrases simples, les enfants sortent car ils ont besoin de bouger. Il y a plein d'enfants en troisième, alors que ça fait partie du programme, c'est ce qu'on est censé leur apprendre. Eh bien, ils sont incapables de dire quel est le lien logique, qu'est-ce qui est exprimé finalement, la notion de cause, de conséquence, d'effet, etc. Ça n'existe pas en fait. Eux, ils ont appris que car est une conjonction de coordination. Donc ils vont répondre parfois, ça exprime la coordination. Donc on est loin du sens. Voilà, c'est vraiment à mon sens cette partie de l'apprentissage qu'il faut revoir. Ouais. Mais comment peuvent faire les parents lorsqu'ils se retrouvent en effet face à des enseignants qui potentiellement ont moins ces notions d'ancrer dans le réel? Comment est-ce qu'ils peuvent faire eux pour contrebalancer et changer les méthodes d'apprentissage, du moins à la maison, pour les devoirs avec leurs enfants? C'est vrai que c'est pas évident parce qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas reçu. Ça dépend évidemment de quelle génération on parle, mais ça fait longtemps que le formel a pris la place du sens. Je n'oppose pas les deux, parce que je crois que le formel, il est là au service du sens aussi. Il est nécessaire, mais il n'est pas promis en tout cas. Et donc, c'est vrai que s'ils n'ont pas reçu, c'est pas forcément évident, et c'est ce que je fais de mon mieux en tout cas pour transmettre cette importance de revenir au sens des choses et de revenir au bon sens finalement, revenir au mouvement, revenir au film que je me fais dans ma tête. Ça me fait penser à quoi quand je vois un mot, il a quel sens, je peux le raccrocher à quelle réalité dans ma réalité à moi, et à partir de là, les parents ont des outils simples, c'est de revenir à des choses simples. Ma fille devait apprendre l'autre jour du vocabulaire, des propositions spatiales en anglais, les between, in, etc., near, et tout ça, avec mon bel accent anglais, vous avez remarqué. Et voilà. Faire vivre la situation. J'ai demandé à ma fille de venir entre deux chaises et je lui dis, mais tu es où? Et elle me dit, je suis entre deux chaises. Et je lui dis, maintenant tu peux faire la même phrase et tu remplaces le mot français par le mot anglais. Et puis elle m'a dit, je suis between deux chaises. Et tout d'un coup, il n'y a pas forcément les yeux qui s'écarquillent parce que déjà elle a l'habitude avec moi, mais dans sa tête, il y a quelque chose évidemment qui se passe en termes d'image mentale, d'association entre le mot, entre le vécu. Et c'est beaucoup ça, c'est revenir, de vivre les notions finalement. Parce que toutes les notions scolaires, quelles qu'elles soient, me parlent de ma vie, me parlent de moi, me parlent du monde qui m'entoure, me parlent de la relation à l'autre. Et du coup, l'apprentissage prend une autre dynamique, quoi. Si on veut encore creuser ce sujet, du mieux comprendre les difficultés d'apprentissage, donc on a en effet parlé de la question du sens. Quels sont selon toi les autres principaux bloqueurs dans l'apprentissage des enfants? Alors, il y a les difficultés attentionnelles actuelles auxquelles beaucoup d'enfants font face et beaucoup d'adultes font face. Donc ça, c'est un point vraiment important à aborder. Et en même temps, ce que je constate, c'est qu'il touche presque tout le monde à des degrés différents et à tous les âges.
Donc ça, c'est un point essentiel qu'il faut savoir en fait aborder de manière simple, et comprendre d'abord. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi tant de difficultés d'attention? Eh bien, je crois qu'il y a une explication très simple, et je la défends en tout cas, parce que comprendre permet de pouvoir envisager des solutions. Et donc, je mets la lumière sur le fait que nous héritons nous avons un siècle derrière nous, en fait. Et nous héritons d'une évolution culturelle très forte, où on est passé d'une culture du dehors à une culture du dedans, et avec une culture que je qualifie d'hyper-sédentaire. Et cette hyper-sédentarité, à mon sens, elle explique très simplement ce que nous vivons aujourd'hui et les difficultés que rencontrent les enfants et même les adultes, parce que nous ne sommes plus dans le mouvement, nous sommes moins dans l'interaction sociale, verbale, etc. Et nos fonctions cognitives, c'est notre petit couteau suisse que nous avons dans notre tête qui nous permet de pouvoir agir, apprendre, voilà. Eh bien, toutes ces fonctions cérébrales, elles sont moins développées, tout simplement. Du fait des habitudes sociétales actuelles, postmodernes, qui sont l'héritage de 100 ans d'évolution, où nous sommes passés de la nature à l'intérieur, entre quatre murs. Et je le dis souvent avec un petit point d'ironie, c'est que l'image la plus forte, je crois, aujourd'hui de cette hypersédentarité, c'est le vélo d'appartement, par exemple, ou le tapis d'appartement. Non pas que j'ai quelque chose contre, mais simplement, c'est une belle image. Je cours entre quatre murs, avec un casque sur les oreilles, un écran devant les yeux. Et voilà ce qui est devenu le mouvement aujourd'hui. Et ça explique tellement les difficultés attentionnelles des enfants. Donc je crois qu'il y a besoin, à mon sens, pour les parents, tout simplement de revenir au mouvement. Mais ça vient toucher, en fait, ça vient ouvrir plein d'autres portes. Ça veut dire quoi aussi, favoriser le mouvement? Est-ce que c'est faire plus d'activités extrascolaires? Est-ce qu'on va faire plus de basket, etc.? Je dirais non, parce que si on surcharge l'emploi du temps des enfants, ils n'ont plus de temps pour s'ennuyer, ils n'ont plus de temps pour faire ce qu'ils ont besoin de faire, c'est-à-dire développer leur créativité par des moments libres ou des moments où il n'y a rien. Donc c'est ça aussi, c'est tout le challenge aujourd'hui. Les journées sont surchargées pour tout le monde, mais même pour les enfants. Et ça vient aussi ouvrir, la question du mouvement vient ouvrir la porte de l'alimentation. En quoi l'alimentation peut aussi affecter le mouvement, soit parce qu'elle va au contraire du fait de problématiques autour de l'obésité ou du surpoids, etc., va avoir un impact limitant, ou alors va avoir un impact excitant. L'alimentation peut avoir des impacts comme ça, notamment par rapport aux additifs. Donc ça vient ouvrir plusieurs portes. Ça vient ouvrir la porte des écrans, évidemment. Plein de questions finalement très, très, très actuelles. Et quand on parle de mouvement, par exemple, pour une famille qui habiterait en appartement dans un milieu très urbain avec les emplois du temps que l'on connaît, ou potentiellement les parents récupèrent leurs enfants à 18h, comment est-ce que là, concrètement, sur un temps réduit, dans un milieu assez peu naturel, comment est-ce qu'on remet du mouvement? Alors déjà en favorisant les parcours entre la maison et l'école, entre la maison et le travail, entre la maison et les courses, la maison et la boulangerie, non pas sur une trottinette électrique, mais avec ses propres pieds, ou alors avec une vraie trottinette, où on fait bouger les jambes, par exemple. Donc il y a tous ces trajets, même parfois en milieu urbain. Si je peux sortir une station plus tôt et marcher avec mon enfant pour aller jusqu'à l'école, eh bien je vais lui rendre service. Lui, il va peut-être râler un petit peu au début, mais en fait, je vais lui rendre service. Moi, je me souviens d'un jeune adulte que j'ai connu il y a quelques années qui me disait que tous les matins, il habitait pourtant du côté de la Vendée, avec des espaces plutôt pas urbains, et il disait que tous les matins, pour aller à l'école, il traversait les dunes qui séparaient la maison de l'école, et avec ses copains, il traversait ça à toute blinde avec leur petit vélo, là. Et il disait, mais c'est grâce à ça que j'ai tenu, en fait. Parce qu'en fait, le matin, on se défoulait, on arrivait à l'école, mais on était déjà à fond dans le mouvement, quoi, ça dynamisait. Et là, c'est là le drame de l'hypersédentarité, c'est là le drame du moindre effort, finalement, qui va impacter clairement le mouvement. On peut ramener du mouvement dans la maison aussi, dans la façon de faire les devoirs. Moi, j'ai été l'autre jour faire le tour de la résidence, du quartier, donc, où j'habite avec ma fille. Elle avait à travailler les devoirs du soir. Et j'ai dit, tiens, on va aller marcher, puis tu vas me raconter, tu vas lire, et puis on va parler de cette notion-là. Alors, on ne peut pas le faire surtout s'il y a de l'écrit ou des choses comme ça. Mais en primaire notamment, c'est hyper facile parce qu'ils ont souvent moins d'écrits. Donc finalement, il y a plein de solutions. Moi, je pense que faire preuve de simplicité,
Tout simplement, comment je peux faire pour que mes enfants bougent, pour que je bouge, moi-même, est-ce que je bouge en tant que parent? Le principe d'exemplarité est extrêmement important. Tu as aussi parlé des fonctions cognitives, alors peut-être que tu pourrais nous en reparler et nous dire comment est-ce qu'on peut veiller à leur bon développement. Alors les fonctions cognitives, donc ce que j'appelle le couteau suisse cérébral, ce qui nous permet de pouvoir apprendre toutes choses. Si je veux demain devenir flûtiste, alors professionnel ou non professionnel, peu importe, mais si je veux faire de la flûte, eh bien c'est grâce à mes fonctions cognitives que je vais y arriver. Ou pas, selon qu'elles soient plus ou moins développées. Il y en a 6 fonctions cognitives. Alors, en tout cas, c'est la classification que moi j'ai retenue parce que je la trouve pertinente. Il y a 3 fonctions cognitives plutôt autour du corps, je dirais. C'est-à-dire, il y a le langage, la motricité et puis les perceptions sensorielles. Et il y a 3 autres plus cérébrales, sont les mémoires, l'attention et les compétences exécutives. Compétences exécutives dans lesquelles on va mettre le contrôle inhibiteur, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Et voilà, ça. Alors ici, on a notre couteau suisse, c'est grâce à ça qu'on arrive à tout apprendre dans la vie, depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Et je dirais que pour favoriser le développement de ces fonctions cognitives, eh bien, il y a besoin de revenir au mouvement une fois de plus. Le mouvement va être une clé fondamentale. Le développement, alors dedans il y a les perceptions sensorielles, donc solliciter les perceptions sensorielles. Et ça c'est tellement fondamental pour l'individu, pour tout individu, pour l'enfant qui va à l'école. Parce que pour pouvoir, et là on va revenir à notre question du sens, pour pouvoir développer le sens, pour pouvoir connecter au réel, eh bien, ça ne peut se faire que par mes perceptions sensorielles, en fait. C'est mes perceptions sensorielles qui me permettent d'être en contact avec le monde à tout point de vue. Et donc, solliciter les perceptions sensorielles de manière, une fois de plus, simple, j'ai envie de dire, pour les parents notamment, et même pour les enseignants, mais éviter, notamment pour les jeunes enfants, éviter les jeux qui sont des jeux en plastique tout fait, où on appuie sur un bouton, il y a un son qui sort. Parce qu'en fait, là, il y a très peu de perceptions sensorielles mobilisées en réalité. Elles sont plutôt neutres, on va dire, parce que c'est un son électronique, c'est du plastique, c'est lisse. Donc, ça va nous ramener à la motricité libre. Par exemple, ça va nous ramener au fait d'aller toucher, d'aller entendre, d'aller voir voilà, l'environnement qui m'entoure. Et ça nécessite aussi, du coup, d'avoir des moments où je ne fais rien, où je n'ai pas de sollicitation. Moi, quand mon enfant, un de mes enfants vient, mais je pense surtout à ma dernière, qui a maintenant bientôt 11 ans, qui vient me dire « Papa, je m'ennuie », en fait, elle sait déjà la réponse que je vais lui dire. Mais je vais lui dire « Mais c'est génial, mais c'est top ». Et ça fait déjà plusieurs années que je dis ça à tous mes enfants quand ils disent « Je m'ennuie ». Et pourtant, à chaque fois, les fois où ça arrive, ils viennent me voir, ils me le disent quand même, ils savent déjà la réponse. Mais le fait de venir valider que c'est une bonne chose, finalement, même si la réponse est « Ouais, mais je ne sais pas quoi faire », voilà, eh bien, ça va leur ouvrir un champ devant eux pour dire, mais c'est à toi qu'appartient le fait de trouver quelque chose qui te correspond. Alors évidemment, des fois, ça peut être un appel, on fait quelque chose ensemble, peut-être l'enfant a besoin. Donc il faut savoir aussi le percevoir. Est-ce que j'étais disponible ces dernières heures ou ces derniers jours? Est-ce que je suis plutôt absent? Donc là, la sensibilité du parent doit aussi se mettre en marche. Mais souvent, moi, je regarde avec émerveillement en disant « mais c'est génial ». Et puis elle me fait « ouais ». Et puis elle souffle, elle part. Et puis je l'entends qu'il va s'asseoir sur le canapé ou autre. Et puis 10 minutes plus tard, si je vais faire un tour près d'elle, je vois qu'elle est lancée dans une activité. Et c'est même arrivé il n'y a pas longtemps qu'elle vient me voir en me disant « mais en fait, je suis venue te voir, je m'ennuyais. Pour te dire, je m'ennuyais. Mais après, j'ai trouvé une idée, c'était trop génial, j'ai fait ça, etc. etc. » Donc, finalement, les fonctions cognitives, elles vont se développer naturellement par le mouvement et par la non-hyper-stimulation. Donc, voilà, trouver à la fois solliciter, mais en même temps pas trop non plus. C'est toute la difficulté, je trouve, de la vie, c'est de trouver l'équilibre. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton travail, c'est que tu proposes avant tout de changer de regard sur l'intelligence. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors oui, c'est un autre aspect vraiment important. Alors parce que l'intelligence a pendant très longtemps, pendant presque plus d'un siècle, a été vue par l'angle du quotient intellectuel, du fameux QI. Et changer de regard, c'est accepter ou même comprendre que l'intelligence n'est pas limitée à cette mesure qu'est le quotient intellectuel. D'ailleurs, tous les scientifiques aujourd'hui sont d'accord pour dire que non, c'est pas comme ça qu'on évalue l'intelligence d'un individu, pas du tout. C'est une mesure, mais ce n'est pas une mesure exhaustive et c'est plus enfermant qu'autre chose. Donc changer de regard sur l'intelligence, c'est, j'ai envie de dire,
regarder son enfant sans figer l'intelligence. On entend beaucoup aujourd'hui dans la bouche de tout le monde. Par exemple, un enfant qui a des difficultés. Oui, il a des difficultés, mais il est intelligent. Est-ce que ça sous-entendrait qu'il y a des enfants qui ont des difficultés, mais ils ne sont pas intelligents ? Enfin, même un enfant qui aurait un quotient intellectuel très bas avec une déficience mentale, n'est-il pas intelligent ? Enfin, la notion d'intelligence aujourd'hui, elle est tellement plus vaste que ça. Certains vont la définir comme une simple capacité adaptative, par exemple. Si j'arrive à m'adapter à l'environnement avec les moyens qui me sont donnés à ma naissance, eh bien c'est que je suis intelligent. Moi, je pense à ma fille qui est née avec une malformation cardiaque. On ne savait pas si elle respirerait à la naissance. Eh bien, elle a fait que 11 heures, je crois, de réanimation. Au bout de 3 jours après la naissance, on est sorti de la clinique, ce qui était totalement inespéré étant donné la malformation qu'elle a. Elle a quand même été opérée 5 fois à cœur ouvert après. Eh bien, on pourrait dire elle a fait preuve d'intelligence. Son corps, son être a fait preuve d'intelligence parce qu'il a su s'adapter, voilà, avec les limites qu'il avait. Et l'intelligence a tellement de facettes. Et je crois que moi, j'ai trop reçu dans mes classes des parents qui arrivent et je dis voilà, je parle un petit peu, puis ils me disent oui, mais vous savez, le français, ouais, moi c'est pareil, hein, vraiment, dans la famille, on rend pas bon en français. Voilà des petites phrases qu'on entend chez les parents, mais il y en a plein aussi chez les enseignants, il y en a plein chez tout le monde, hein, où en fait on enferme l'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est vraiment l'idée de, allez, on exite toutes les images des bonnes fées qui se penchent sur le berceau. C'est toute une culture, en fait, finalement, qui nous a imprégnés et qui est encore bien présente dans l'inconscient collectif. Et c'est mettre ça de côté. Et dire, non, il n'y a pas de bonne fée ou de mauvaise fée. Il n'y a pas, ah ben, j'ai pas de chance, lui, il est doué, il n'est pas doué. Non, au contraire, l'intelligence n'est qu'un processus en permanence qui se développe. Et aujourd'hui, je vous parlais de mon manque de formation en tant qu'enseignant. Aujourd'hui, j'ai pu développer des compétences que je n'avais pas quand j'étais enseignant, sur le latin, sur le grec par exemple. Voilà, dans une certaine mesure, je vais pas devenir prof de latin-grec, mais voilà, on est en permanence en train de pouvoir se développer. Et ça, que les enseignants, que les parents vraiment puissent le méditer. C'est tout individu a la possibilité de continuer à tout instant, à tout moment dans sa vie, de développer son intelligence. Et c'est pas de devenir intelligent. On devient pas intelligent parce qu'en fait l'intelligence n'est jamais limitée. Et aujourd'hui, on sait avec la plasticité cérébrale en plus que notre cerveau il est malléable, qu'il y a des choses qui vont disparaître, qui vont rester selon ce que l'on fait, selon nos expériences, selon la fréquence de répétition, etc. Donc, l'intelligence n'est pas figée. Ça, c'est Carol Dweck qui en parle bien avec un livre qui s'appelle Mindset, qui est une psychologue américaine et qui parle de regard sur la mentalité, et notamment sur l'intelligence. Elle parle d'intelligence fixe, intelligence de développement. Et l'intelligence dont nous avons hérité, le regard sur l'intelligence, c'est une intelligence fixe. J'ai reçu, j'ai pas reçu, je suis bon, je suis pas bon. Et l'intelligence de développement qu'elle encourage à développer, justement, à stimuler, c'est cette intelligence qui est celle de la remise en question, de la compréhension que si je n'y arrive pas, c'est parce qu'il me manque peut-être des outils, des stratégies ou de l'effort, de ma part aussi. Et ça change tout le rapport à la vie, en fait. Et pour faire le lien avec ce que j'ai vécu moi, je pense que j'ai reçu dans ma jeune enfance des bonnes bases et un environnement suffisamment sain. J'ai vécu dans un environnement sain qui fait qu'arrivé à 32 ans, quand j'ai perdu mon épouse, voilà, de manière très très brutale, d'une énergie de foudroyante, eh bien, j'ai pu avancer. Parce que j'étais convaincu, inconsciemment, et aujourd'hui je mets des mots dessus, mais j'étais convaincu que rien n'est figé, qu'on peut avancer. Et ça a été ma conviction juste après le décès de mon épouse par le médecin qui est venu me voir, c'est mais il y aura un lendemain, en fait. Tout ne s'arrête, ma vie ne s'arrête pas là maintenant. C'est pas la mienne qui s'arrête, ni celle de mes 5 enfants. Et il y aura un lendemain et je peux toujours avancer, je peux toujours progresser, je peux dépasser les épreuves quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, c'est un peu un leitmotiv, hein, pour moi, c'est rien n'est irrémédiable. C'est ce que je dis dans toutes mes formations, rien n'est irrémédiable. Je dis pas que j'ai les solutions pour tout, je dis pas qu'il y a de solutions magiques, surtout pas, mais il y a des solutions, il y a possibilité d'avancer, de regarder plus loin et de dépasser les difficultés qui sont devant nous.
Et sur ce sujet-là, notamment, tu parles beaucoup de l'aspect relationnel entre adultes et enfants, et notamment entre parents et enfants. Et toi, il y a quelque chose qui t'a beaucoup aidé, c'est la discipline positive, notamment pour lutter aussi souvent contre ces processus extrêmement conflictuels dans lesquels on rentre avec nos enfants. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots et en quoi, toi, ça t'a aidé aussi dans l'apprentissage et l'accompagnement que tu as offert à tes enfants ? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand je me suis retrouvé, alors après le décès de mon épouse, quelques temps après, j'ai rencontré celle qui est devenue ensuite mon épouse aujourd'hui, Priska, et on s'est retrouvés. Elle avait 2 enfants, j'en avais 5. On s'est retrouvés avec 7 enfants du jour au lendemain, on va dire presque, même si ça a été un choix de se mettre ensemble à un moment donné. Mais on s'est retrouvés avec 7 enfants, un deuil d'un côté, un divorce de l'autre, une situation pas facile du coup, et en même temps des âges avec des enfants tout jeunes, plus grands, et il nous fallait des outils. On s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'outils. Et moi, ça faisait déjà quelques temps, j'étais dans toutes ces recherches, ces questionnements sur la pédagogie. Et forcément, quand on s'intéresse aux apprentissages, on parle évidemment des techniques, etc., du fonctionnement cérébral, mais aussi de la partie relationnelle éducative. Donc, j'étais déjà un peu en questionnement. Et la discipline positive a été vraiment, pour nous, une belle opportunité de découvrir des outils concrets. Et en même temps, pas des outils dans la discipline positive. L'idée, c'est pas de dire voilà comment il faut agir. Voilà comment il faut faire. Voilà, dans telle situation, tu fais ça, dans telle autre situation. Non, c'est pas ça que propose la discipline positive. Elle va plutôt proposer, déjà dans la façon dont les formations sont faites, les ateliers sont faits, des activités expérientielles dans lesquelles on vit les situations. Et ces situations-là vont nous permettre, du coup, de pouvoir se mettre à la place de l'enfant dans telle situation et de pouvoir avoir des pistes pour pouvoir agir autrement. Sans perdre de vue, ça c'est le postulat de la discipline positive, c'est sans perdre de vue que pour qu'un enfant se développe bien et pour qu'un individu puisse s'épanouir, il a besoin et de fermeté et de bienveillance. Donc il y a besoin de mettre un cadre tout en prenant soin de la personne. Donc c'est une perspective gagnant-gagnant. Comment est-ce que mon enfant ne veut pas vider le lave-vaisselle, comment je peux réagir pour que tout le monde soit gagnant. Voilà. Et parce que les priorités des enfants ne sont pas nos priorités à nous de parents. Donc ça a été une belle découverte. La petite anecdote, c'est que mon épouse a trouvé dans la bibliothèque que nous avions, de là où j'habitais, et donc où j'avais vécu avec la mère de mes 5 enfants. Elle a découvert un livre de la discipline positive que ma première épouse avait commencé à lire, juste l'introduction. Il y avait quelques mots surlignés dans l'introduction. C'était un peu comme si la mère de mes 5 enfants nous laissait ce cadeau-là pour la suite. Donc c'était très beau. Est-ce que ça peut aider les enseignants, la discipline positive ? Tout à fait, c'est un outil que j'anime des formations. Alors, je ne suis pas formateur en discipline positive. Moi, j'anime des formations sur la gestion du cadre dans la classe, la gestion de la discipline. Et je m'inspire évidemment de ces outils-là. Mais il y a d'ailleurs des formateurs en discipline positive. Moi, j'anime des formations aussi sur cette question du climat scolaire. Et en effet, c'est adapté à la fois pour les parents, c'est adapté aujourd'hui pour les enseignants, enfin depuis déjà longtemps, et c'est adapté aussi pour l'entreprise maintenant, parce que ce sont les fondamentaux de la relation, et aussi pas seulement de la relation, parce qu'il existe d'autres outils, je pense à la communication non violente, etc. Il y a plein de beaux outils. Ce que la discipline positive a apporté, c'est comment développer les compétences psychosociales des enfants. Comment favoriser le développement des compétences psychosociales. Et moi, je fais directement lien en plus avec la pédagogie de la parole, avec cet ancrage dans le réel dont on a parlé, ce sens. Finalement, c'est quoi le sens d'obéir ou de respecter des règles ? C'est quoi le sens de devoir faire attention à l'autre, tout ça. Finalement, tout fonctionne un peu ensemble. C'est tout un univers finalement qu'on peut mettre, il y a des éléments qui sont en lien entre. Il y a la partie fonctionnement cérébral, apprentissage, l'éducation. En fait, finalement, tout ça est relié. Tu auras des exemples à partager sur une manière dont ça améliore le climat scolaire dans une classe ? Alors oui, je pense par exemple... dans une classe, par exemple, pour l'avoir vécu plein de fois, un enfant se retrouve dans une situation où il n'a pas fait le travail qu'il y a à faire, et même peut-être plusieurs ne l'ont pas fait. Sur 25-30 élèves, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas fait. Et la réaction que moi j'ai eue pendant longtemps, à un moment donné, c'est de s'énerver, quoi. C'est de s'énerver, et puis on s'énerve.
Voilà, comme ça, de tout, quoi. Et on s'énerve parce qu'on a passé une mauvaise nuit, parce qu'il y en a un, mais il y en a un deuxième, un troisième. Et cet énervement, en fait, il est contre-productif parce qu'il va générer chez les enfants soit un sentiment d'injustice, soit un sentiment de, comment dire, l'envie de refaire, de pousser encore un peu plus, parce que sinon j'attire l'attention aussi. Donc les outils discipline positive et la posture que la discipline positive nous permet d'avoir, eh bien, c'est de se questionner en disant, si je réagis de manière agressive ou en colère, je ne peux pas en fait aider le ou les enfants concernés. Par contre, si je prends le temps de faire une pause même intérieure de quelques secondes en disant « Ok, je suis en colère, ça m'énerve », mais que je me reconnecte finalement à mes facultés intellectuelles, mes facultés aussi de raisonnement, d'empathie, etc., eh bien, je vais pas laisser passer, mais je vais pouvoir dire ce qui ne va pas, tout en respectant l'enfant, les enfants. Et moi, je l'ai vécu dans la famille, au niveau familial, et j'ai de nombreux témoignages d'enseignants qui, après une journée de formation, quand on se retrouve pour la deuxième journée, qu'on fait un bilan des pratiques un petit peu, des expérimentations, certains me disent « mais c'est fou, j'ai changé simplement ma façon de réagir, et ma façon de réagir, sans lâcher le cadre, c'est-à-dire ce n'est pas normal que le travail ne soit pas fait, mais ça a permis vraiment de travailler différemment, et j'ai vu des enfants impliqués qui ont su se remettre en question, etc. Et voilà, c'est pas magique, comme rien du tout d'ailleurs, il n'y a aucun outil magique, mais ça modifie le rapport enfant-adulte qu'on a besoin de se réapproprier, parce que on a été pendant longtemps sur le côté j'ai l'autorité, tu te tais, tu obéis, et on a tendu vers oui, mais l'enfant a aussi des droits, etc. Donc maintenant d'ailleurs les enfants disent j'ai le droit d'eux, ou tu n'as pas le droit d'eux, c'est même ce que même ma fille me le dit, et ça fait partie, c'est vraiment partie de la culture de ce qu'on a hérité des 100 dernières années, où on est passé d'une culture de l'oppression à une culture du droit, j'ai le droit d'eux. Ça c'est un autre changement sociétal très important. Et en fait ce changement-là, cette posture pédagogique où je redonne à l'enfant sa place et je garde la mienne, et ensemble on collabore et on avance, quoi. Merci beaucoup pour tout ça. Donc on a beaucoup parlé d'outils, mais aussi d'état d'esprit par rapport aux difficultés d'apprentissage. Est-ce que tu penses qu'on a bien tout évoqué, même si évidemment on pourrait en parler encore des heures, mais est-ce que selon toi, il y a une dernière chose que tu aimerais transmettre aux enseignants et aux parents qui nous écoutent pour mieux comprendre et faire face aux difficultés d'apprentissage ? Alors, c'est vrai qu'on a abordé plein de points fondamentaux. Moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de revenir sur la pédagogie de la parole et sur un élément qui me paraît important, c'est l'importance c'est le poids des mots, l'importance de la parole, de la verbalisation, et pour les parents c'est pareil. À la maison, un enfant, quand il se développe, un nourrisson ou un jeune enfant, a besoin de pouvoir être actif au niveau du langage, et la relation, l'interaction verbale, c'est vraiment quelque chose qui à tout âge, de toute façon, va structurer, va aider énormément. Je l'ai vu trop de fois dans des classes où finalement les enfants parlent peu, l'enseignant parle beaucoup, et à tout âge. Je l'ai vu en maternelle, je l'ai vu en primaire. Et plus les enfants vont se mettre à verbaliser, à dire ce qu'ils comprennent avec leurs propres mots, où ils vont verbaliser ce qu'ils ont dans leur tête, les idées, etc., verbaliser ce qu'ils lisent, ce qu'ils écrivent, mais même tout petit. Plus je laisse de la place à cette parole et à cet échange, et plus l'apprentissage sera épanoui, plus l'enfant va se construire, en fait, l'individu va se construire. Et ça, je pense que c'est une clé fondamentale. Alors tu le sais, j'ai une question rituelle. Le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Eh bien oui, qu'est-ce que je souhaiterais pour tous ces enfants ? Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est de découvrir à tous les enfants, je leur souhaite de découvrir la beauté de la connaissance,
donc finalement, c'est de connecter toute la partie tout ce qui est théorie, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est scolaire, académique, et bien de se rendre compte que en fait, ça parle d'eux, ça parle de leur vie, et de ne jamais perdre cette idée que quelle que soit la notion, elle va m'apprendre quelque chose sur ma vie, sur le monde, sur les relations, sur la relation avec l'autre. Et donc, je peux tout apprendre. Parce que ça a toujours un lien. Ça fait toujours partie de mon développement que d'apprendre, à condition que je le mette en lien avec le réel. Et donc, c'est ça que moi, je leur souhaite, c'est de s'épanouir dans le réel. Vraiment. Merci infiniment, Guillaume. Avec plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.